rentrée judiciaire du Conseil d'État réunie ce jeudi au Palais du Peuple devant le chef de l'État. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Nsesele, a appelé les avocats à la maîtrise de la procédure administrative congolaise qui se veut plus humaine, plus accessible et plus efficace. Juste après la rentrée judiciaire du Conseil d'État, les élus nationaux élisent le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Sans surprise, les deux candidats au poste de président et rapporteur adjoint sont bien partis pour être élus. Aimé Boji pour le compte de l'Union sacrée et Clotilde Moutita pour l'opposition. À Kinshasa, la diplomatie congolaise semble adopter un positionnement à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Lundi, Tel Aviv à Kinshasa, mercredi, Kinshasa au bras de Moscou. Deux signaux forts qui traduisent une stratégie d'équilibre dans un monde de plus en plus polarisé. Dossier à suivre dans ce journal. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce jeudi au Palais du Peuple à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État exercice 2025-2026. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Nsesele, a appelé les avocats à la maîtrise de la procédure administrative congolaise qui se veut plus humaine, plus accessible et plus efficace. La grande attraction de cette rentrée judiciaire était notamment le président de la République, Félix Tshisekedi. Profitant de cette audience solennelle, les hauts magistrats du Conseil d'État, les membres des cabinets, le personnel du greffe par la voix de la première présidente ont remercié le magistrat suprême pour la matérialisation effective de l'état de droit et les efforts fournis pour la reconnaissance internationale du Génocoste. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma parfaite considération. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je ne saurais clore mon discours sans souligner la nécessité de finaliser l'installation de juridictions de l'ordre administratif pour permettre leur fonctionnement adéquat, en ce compris la délocalisation du siège actuel du Conseil d'État qui menace sur ruine en attendant la construction d'un nouveau bâtiment. Sur ce, je déclare ouverte l'année judiciaire du Conseil d'État 2025-2026. S'adressant aux avocats, Brigitte Nsesele a émis le vœu de la promotion d'une justice qui admet et encourage la résolution de certains litiges avant toute action juridictionnelle, une justice capable de comprendre les contraintes de l'administration sans jamais sacrifier les droits fondamentaux des justiciables. Ainsi, le corps judiciaire de la République démocratique du Congo a été sensibilisé sur la place de choix du recours administratif préalable dans le contentieux administratif congolais. En République démocratique du Congo, le Conseil d'État est une juridiction suprême de l'ordre administratif. Il a été institué par la Constitution de 2006 et est entré en fonction en 2018. Le Conseil d'État juge les litiges opposant les citoyens à l'administration, annule les actes administratifs illégaux, tranche les conflits de compétences, connaît des recours en matière électorale. Et puis le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, affichent une volonté de rapprochement. Les deux personnalités se sont rencontrées mercredi à Kinshasa pour évoquer le renforcement de la collaboration entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Dans son cabinet de travail, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a accueilli le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko, venu échanger sur le renforcement des liens entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires à la suite d'une tournée effectuée récemment dans la province de la Chopo. Une rencontre empreinte de respect mutuel qui ouvre ainsi la voie à une coopération renforcée entre les deux institutions au service d'une justice plus crédible en République démocratique du Congo. Le procureur général a salué cette démarche d'ouverture et de dialogue, symbole d'une justice tournée vers la concertation et la stabilité institutionnelle. Une approche qui contraste
avec les tensions observées par le passé entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Les discussions ont porté sur la nécessité d'une meilleure synergie entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires, conformément à la vision du chef de l'État, magistrat suprême, qui encourage la synergie des institutions pour garantir une justice efficace et équitable. Nous avons donné des injonctions sur des questions liées à la corruption et liées à la fraude minière. Donc c'était important que je puisse être informé de l'état d'avancement de tous ces dossiers et voir aussi quelles sont les difficultés auxquelles peuvent être confrontés dans leurs efforts de mener des enquêtes. En plaçant le dialogue au cœur de son action, Firmin Vondé Mambou entend consolider l'unité au sein du corps judiciaire et renforcer la crédibilité de la justice congolaise. Une dynamique d'apaisement et de collaboration qui, selon plusieurs observateurs, pourrait marquer un tournant dans la gouvernance du secteur judiciaire congolais. Et à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, ce jeudi, une séance plénière élective consacrée au renouvellement partiel de son bureau se tient. À l'issue du scrutin, le député Meboji, candidat unique au perchoir, sera élu président de cette chambre basse du Parlement en remplacement de Vital Kamerhe. Clotilde Moutita, élue rapporteure adjointe pour le compte de l'opposition du parti Ensemble pour la République. Et Meboji Sangara s'inscrit dans la vision de la plateforme politique Union sacrée de la nation pour des réformes législatives courageuses pendant que le pays fait face à l'agression rwandaise. Issu de la plateforme Union sacrée pour la nation, majoritaire à la Chambre basse du Parlement, Meboji Sangara, ancien ministre du budget et de l'industrie et cadre influent du parti UNC, a été porté à la tête de l'institution Parlement, Assemblée nationale, avec une large majorité des suffrages exprimés. Son élection s'inscrit dans la continuité politique de la majorité parlementaire, décidée à préserver la cohésion et la stabilité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Dans le même élan, les députés ont également élu Clotilde Moutita du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi au poste de rapporteur adjointe, en remplacement de Dominique Munongo, qui a été poussé à la démission. L'entrée de Clotilde Moutita, issue de l'opposition, est perçue comme un geste d'ouverture et d'équilibre politique au sein de l'hémicycle. La séance présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jacques-Claude Chilumbai, s'est déroulée dans un climat calme et empreint de maturité politique, salué par plusieurs observateurs. Les participants ont souligné l'importance de ce renouvellement partiel du bureau dans la perspective d'une meilleure efficacité parlementaire à l'approche des grandes réformes législatives et du contrôle de l'action gouvernementale. Les nouveaux élus ont promis de servir la nation avec loyauté et impartialité, tout en appelant les députés à un travail responsable et constructif au service du peuple congolais. Paye des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement congolais appelle la population et les agents à ne pas céder aux rumeurs faisant état d'une prétendue suspension de la paye des fonctionnaires. Selon le comité de suivi de la paye et le ministère du budget, le processus de paiement se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire national. Constat plutôt de nos reporters. Selon les constats de nos équipes sur terrain, les opérations des payes entamées depuis les débuts du mois se déroulent de manière progressive, conformément au calendrier établi avec les réseaux bancaires et les comptables publics. Des équipes techniques sont déployées dans toutes les provinces pour assurer la régularité et la transparence du processus. En ce qui concerne le paye d'aujourd'hui, en tout cas, c'est bien passé. Par rapport au mois passé, aujourd'hui, c'est bien. Du calme. Bonjour, merci vraiment à ce que nous pour sur le lot. Merci vraiment. Premièrement, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Effectivement, comme vous le constatez, je viens de retirer mon salaire. Aucune interruption n'a été enregistrée dans les circuits de paiement. Les fonctionnaires perçoivent leur salaire selon l'ordre des missions prévues, a déclaré un cadre du ministère des Finances, dénonçant par ailleurs une campagne d'intoxication orchestrée par les réseaux sociaux dans le but de s'aimer la confusion au sein de l'administration publique. Le gouvernement de la RDC réaffirme sa détermination à honorer ses engagements envers les agents et cadres de la fonction publique, malgré un contexte budgétaire
et sécuritaire parfois difficiles, il invite également les médias à vérifier l'information à la source avant toute diffusion susceptible de troubler l'ordre public. En rappel, le comité de suivi de la paix avait déjà annoncé que certaines zones reculées connaîtraient un léger décalage logistique sans que cela ne signifie une suspension ou un retard généralisé. Ainsi, la paix des fonctionnaires se poursuit normalement à travers tous les pays, marquant la volonté du gouvernement et du chef de l'État de maintenir la confiance entre l'État congolais et ses agents. Fin de l'expo de l'armée et de défense au Mali, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabongo, a maximisé sa participation à cet événement pour enrichir la diplomatie militaire entre la République démocratique du Congo et les États ayant participé à ce salon international de défense BAMEX 2025. La République démocratique du Congo, au travers son vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, s'élance à explorer les nouvelles horizons pour confirmer sa position à la gâchette du continent africain en matière de paix et stabilité, dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud avec les pays frères. Les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabongo Modianvita a pris part active à la première édition du Salon international de la défense titré BAMEX 25 tenu à Bamako au Mali et qui vient de toucher à sa fin. Son séjour dans l'état du Sahel, Maître Guy Kabongo a donné l'ouverture à une série d'échanges avec les différentes autorités maliennes sur la coopération militaire entre les deux pays frères. D'abord, avec son homologue malien, le général corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et ancien combattant, dans les discussions ayant tourné autour des relations de coopération et d'amitié entre Kinshasa et Bamako sur fond des valeurs communes de souveraineté, solidarité ainsi que dignité pour l'Afrique. Kinshasa et Bamako ont décidé de poursuivre les échanges sur les plans techniques et statistiques entre les départements respectifs dans le but de créer un cadre structuré de coopération bilatérale, suivi de l'entretien avec le ministre de la Sécurité et Protection civile, le général des divisions Daoud Ali, sur les défis sécuritaires communs auxquels sont confrontés la RDC et le Mali, que plus tard, il s'est entretenu avec la délégation de l'industrie de défense de la Turquie. Donc, dans la même semaine, Kinshasa s'est affiché proche d'Israël en recevant son président de la République, puis l'Alliance africaine soutenue clairement par la Russie. Une démarche peut-être pas incohérente vu la position de la situation de la RDC, mais tout de même très délicate et à surveiller minutieusement. Le risque, entre autres, c'est de se retrouver comme à Berlin, désigné comme un marché où chacun devrait se servir. À Kinshasa, la diplomatie congolaise s'illustre par un équilibre délicat entre deux mondes. En quelques jours seulement, la République démocratique du Congo a accueilli le président israélien Isaac Herzog avant d'envoyer son ministre de la Défense participer à une rencontre regroupant les pays africains proches de Moscou. Deux signaux forts qui traduisent la volonté de la RDC de diversifier ses alliances à un moment où la planète se polarise à nouveau entre Orient et Occident. La visite d'Isaac Herzog, présentée comme historique, a marqué le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et de la technologie. Félix Tshisekedi a insisté sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, tandis qu'Israël voit en ce pays un partenaire stratégique au cœur de l'Afrique centrale. Mais à peine cette séquence terminée, la diplomatie congolaise s'est tournée vers un autre axe. Le ministre de la Défense a pris part à une rencontre rassemblant plusieurs pays africains soutenus par la Russie, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La Russie, un partenaire qui affiche depuis plusieurs mois son soutien à Kinshasa sur la question du M23 et des tensions à l'est du pays. Ce double mouvement illustre la stratégie d'équilibre défendue par la gouvernance de Tshisekedi, coopérer avec tous les partenaires sans s'aligner sur un camp. Une approche pragmatique, certes, dans un monde devenu multipolaire, mais qui demande une fine gestion des équilibres et des attentes entre Israël et
et la Russie, entre Washington et Pékin, Kinshasa trace donc sa propre voie, une diplomatie d'ouverture, mais aussi d'affirmation pour faire entendre la voix congolaise sur la scène internationale. Seulement, cette stratégie comporte aussi des risques. À trop vouloir ménager les deux camps, Kinshasa pourrait s'exposer à la méfiance de ses partenaires. Reste à savoir si cette diplomatie d'équilibre portera ses fruits sur le terrain, dans le domaine sécuritaire prioritairement, mais aussi dans le développement et l'emploi. Casse-tête des régimes qui se sont succédés dans le pays depuis l'indépendance. Parlons des activités politiques. Jonathan Bialu-Sukawata continue de drainer des foules dans le Congo. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions ce qu'a été sa descente à Kayemba, où il a inspecté les travaux du marché Makolongulu sous les ovations de la population. Une occasion pour lui de donner des assurances sur l'intérêt que le président de la République porte sur cette région. Les lieux changent, mais les images se ressemblent. Il faut faire attention à la tenue de Jonathan Bialu-Sukawata pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une rediffusion. Porté par sa légendaire proximité avec le peuple, ainsi que toutes ses actions sociales, les double élus, Kinshasa Kwango a été chaleureusement accueilli à Kingwangala. Tel que les témoignent à nouveau ces images, c'est à lui que le peuple tend sensiblement l'oreille en ce moment dans toute la partie ouest du pays. Homme de parole, oui, mais aussi d'action, Jonathan Bialu-Sukawata a profité de son séjour ici pour inaugurer un pont permettant de désenclaver le territoire et faciliter la vie à la population. Le docteur moral, l'honorable Jonathan Bialu-Sukawata, vient d'inaugurer notre pont que nous avons dénommé le pont Manasuka. Comme vous voyez, la population de Kingwangala est très contente pour cette œuvre qui vient d'être réalisée. Ensuite, les leaders de l'ABG s'est rendu à Panzi où l'attendait une nouvelle foule immense pour communier, lui dire toute la reconnaissance par rapport à ses œuvres et son soutien intemporel. Homme de vision, c'est lui qui dicte le ton ici où il est transporté en chipoy sur une très longue distance comme le prince qu'il est vraiment. La présidence de la République, Papa Félix Antoine Tshisekedi. C'est bien Jonathan Bialu-Sukawata et son parti politique, l'Alliance pour la bonne gouvernance, qui avait demandé à la population du Congo d'accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Maintenant, l'homme passe le message de l'assurance à la population quant à l'action certaine du chef de l'État pour toute cette région. Et malgré les intentions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à retarder l'échéance, le vin semble tirer au Congo central. L'exécutif provincial, qui depuis son installation a bloqué tout genre de contrôle parlementaire, se serait fortement compromis dans diverses malversations. L'élu de Boma, Omega Mbadou, a fait plusieurs révélations sur des marchés attribués parfois à des proches directs du gouverneur Grace Bilolo en violation de toute procédure légale. Je vais évoquer le dossier de la création de l'AGDP, parce que j'en sais quelque chose. Ça, je l'avoue à la population. Que cette agence-là était illégale. La population doit savoir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà comment cette province a été gérée avec une facette de cohésion. Mais c'est pour montrer qu'on nous brandissait une cohésion esthétique. L'Assemblée provinciale, ce dossier-là, je vais transmettre et au bureau et aux honorables députés, le RCCM de l'entreprise, Magnus, où il y a un conflit d'intérêts parce que c'est contre la loi. La loi dit que vous ne pouvez pas, quand vous êtes gouverneur, vous-même ou par personne interposée, soumissionné pour un marché dont vous avez, dont la province a des intérêts. C'est grave, c'est très grave. Le dossier de l'achat des véhicules des députés provinciaux. Encore une fois, ce dossier n'a pas respecté
les règles ou les lois de ces pays. Avec un petit calcul de simulation, on l'avait déjà dit ici, 78 500 $ fois 40, ça vous donne 3 140 000 $. Il y a 360 000 $ qui nagent dans le vide. Mais je vais encore plus loin parce que quand vous prenez 3 500 000 avec un taux d'intérêt de 14%, vous arrivez à 4 900 et quelques. Si je ne me trompe pas. Et quand vous divisez ce montant-là par 40, ça fait que chaque véhicule que nous conduisons a coûté à l'État congolais près de 99 000 $. Et pendant ce temps, la commission diocésaine Justice-Paix de l'archidiocèse de Kinshasa a présenté au cours d'une conférence de presse son rapport de recherche sur la crise des Mobondo, une étude menée dans le but de comprendre les causes profondes et les logiques du phénomène pluriforme qui a occasionné le déplacement des milliers de personnes à ce jour. Les chiffres sont très désolants alors que la crise est aux portes de la capitale, 350 incidents et des pertes économiques importantes. L'organisation de la société civile recommande notamment le renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État pour arrêter cette hémorragie. Commentaire de Gaëtan Koubaborandi. C'est dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame du Congo qu'a été organisée cette conférence qui a pour mérite, entre autres, de mettre en lumière une crise aux conséquences dramatiques invisibilisée par les médias et les pouvoirs politiques. Il est intitulé le rapport « Le poids du silence », comment la révolte des Mobondo a bouleversé l'ouest de la RDC. Elle a vu le jour, cette révolte, en 2022 et en octobre 2025 déjà, c'est près de 280 000 déplacés. Le rapport a questionné les causes profondes de la crise, c'est notamment le conflit foncier à Kwamut dû à l'augmentation des redevances coutumières imposées par les chefs Téké aux fermiers majoritairement Yaka. Les Mobondo qui sont en majorité Yaka estiment que les plateaux leur appartient, ils devraient récupérer les terres Téké. C'était ça la vraie cause qui s'est cachée derrière l'augmentation, parce que ce sont des milliers de personnes qui meurent. C'est la raison pour laquelle une décision doit être prise dans toute l'urgence pour essayer de mettre fin à cette situation. Nous voulons briser ce cycle de silence pour que chacun de nous et les autorités et nous, les communautés, nous puissions prendre les choses à la main pour qu'on puisse aller vers les changements. Cette étude menée par CDJP Kinshasa et IPIS avec le soutien de Caritas International Belgique s'est passée à Kwamut et à Maluku avec près de 184 entretiens réalisés. Il a dénoncé également la faillite de la gouvernance nationale et des abus des forces de sécurité. La recommandation, c'est de renforcer la sécurité et l'autorité de l'État. Dans cette recommandation, il faut prioriser la paix inclusive et la cohésion sociale. Soutenir le dialogue intra-et intercommunautaire. Lancer une enquête indépendante. Documenter les violations des droits humains qui sont nombreuses ces violations. En résumé, la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa a présenté le phénomène Mobondo comme une crise négligée aux portes de la capitale. Elle a appelé le gouvernement à briser le silence, à protéger les civils et à soutenir la reconstruction du tissu social. Et dans le même ordre d'idées, les milices Far West venus de Ouacha dans la province du Haut-Ouélé menacent la population du secteur Bangoutou, sébant ainsi terreur et désolation au sein de la communauté. À cette occasion, le chef du secteur, Sa Majesté Augustin Amouta Maramoudi, met en garde contre certains politiciens de Ouacha qui, selon lui, veulent déstabiliser son entité. Une agitation s'observe depuis la semaine dernière à Doubélé, chef-lieu du secteur Mangouboutou, en territoire de Ouacha, après le retour du chef de secteur, Augustin Amouta Aramoudi, en provenance de Kinshasa pour des raisons de santé. Certains politiciens du milieu auraient manipulé un groupe d'habitants en prétendant que son voyage visait à transformer le secteur Mangouboutou en chefferie.
Contacté par Télé 50 Kinshasa, le chef Augustin Amouta s'est dit surpris par ces allégations. Juriste de formation, il a rappelé que la transformation d'un secteur en chefferie obéit à une procédure légale et ne dépend pas d'une seule personne. Il a précisé que le secteur Mangbutu compte 18 groupements avec leurs animateurs respectifs qu'il coordonne. Il a appelé les filles, fils et jeunes du secteur à rester vigilants et à ne pas céder à la manipulation, mais plutôt à s'unir pour préserver les acquis. Depuis sa prise de fonction, Augustin Amouta Aramoudi suit les pas de l'exécutif provincial du Haut-Tuélé, Jean Bakomito Ngabou, dit Mwananzambe, dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, axé sur le développement à la base. Il a déjà réalisé plusieurs infrastructures, notamment la résidence officielle du chef de secteur, une salle polyvalente en voie d'achèvement, un nouveau bureau administratif sécurisé, ainsi que la finition du centre hospitalier des Doubélé. L'heure n'est plus à la distraction, a-t-il insisté, prônant une gestion rigoureuse de fonds issus de la redevance minière de la société Ekibali Gold Mining. Enfin, il a exhorté les habitants du secteur à ne pas prêter l'oreille aux rumeurs visant à ternir son image et à inviter ceux qui souhaitent la réhabilitation de Chefferie, Arebi et Angoué à travailler ensemble pour un résultat concret. À ce jour, le calme est revenu et les activités ont repris normalement à Doubélé, chef-lieu du secteur des Mangbutu. Et revenons à Kinshasa où les travaux de la session budgétaire 2026 de l'Institut national des préparations professionnelles INPP ont été clôturés mardi lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de cet établissement public, Godefroy Stanislas Chimanga, dans la salle Sadako Ogata de la direction provinciale. Lancés le 27 octobre de l'année en cours, ces travaux se sont articulés autour de 4 axes prioritaires, entre autres l'évaluation de performance de l'exercice précédent, la définition de priorités stratégiques pour 2026, l'examen des ressources financières disponibles, l'intégration de l'innovation et du numérique afin de doter l'INPP d'un outil de travail exprimant de façon chiffrée les activités de cet établissement en recettes comme en dépenses pour l'exercice 2026. Dans son allocution, le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga a affirmé que pour l'exercice budgétaire 2026 et à dater de ce jour, le budget du conseil d'administration de l'INPP est conclu et que l'expression financière de la direction générale de l'INPP devient une réalité. Pour l'exécution du budget 2026, le directeur général de l'INPP a annoncé une programmation de dépenses trimestrielles des missions de services qui seront planifiées dès le début de l'année 2026 en prenant en compte l'équilibre de l'emploi. En outre, Marley Mbumba, directeur du budget et contrôle, représentant les directeurs chefs du département économique et financier, a rappelé que la production de ce travail de qualité a été le fruit du concours de toutes les entités. Avant de féliciter les directeurs provinciaux, les AD et les AF pour la réalisation de cette œuvre commune. Il a souligné que l'exécution du budget sera en partie rendue possible grâce à la direction des recouvrements de recettes pour faciliter un équilibre entre le revenu et les dépenses. Lors de la cérémonie de clôture de la session budgétaire édition 2026, le chef du département des ressources humaines a procédé à la mission de la nouvelle convention collective de l'INPP et la délégation syndicale nationale en présence des 4 centres et provinciaux. Et puis le Fonds de promotion de l'industrie et le PNUD de nous une alliance pour financer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, a rencontré le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Ntumba, pour accélérer la mise en œuvre du partenariat signé récemment entre les deux parties. Le FPI et le PNUD, deux institutions des financements et des développements, avaient conclu il y a peu un protocole de collaboration pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les industries de petite taille qui n'ont pas accès au financement à travers les systèmes classiques et rigides. Les deux institutions travailleront ensemble pour soutenir les secteurs productifs des unités de transformation, les chaînes de valeur agricoles, minières et la création des emplois dans plusieurs provinces. Pour les deux hommes, l'inclusion financière passe par telle initiative. Un chronogramme d'activité sera bientôt établi et les équipes seront incessamment constituées pour l'exécution de certains projets. Avec le DG du FPI, nous avons passé en revue
les opportunités de collaboration entre le FPI et le PNUD pour densifier le secteur productif et faire en sorte aussi que les PME et les PMI puissent avoir au financement. Non seulement avoir accès au financement, mais également surtout pour être en mesure de gérer, de créer de la richesse et de créer des emplois. L'un des objets de notre discussion, c'est de voir aussi comment est-ce que le FPI peut aller plus loin que les structures de moyenne importance. La collaboration entre les FPI et les PNUD apporte un ouf de soulagement à plusieurs entrepreneurs butés aux difficultés des financements de leurs activités. Ce partenariat est une approche qui met l'accent sur la proximité entre les institutions financières et une catégorie d'opérateurs économiques qui peut jouer un rôle déterminant pour la croissance de certaines zones qui ne bénéficient pas d'une attention particulière concernant les gros investissements. Damien Mama s'est réjoui de collaborer avec le DG Batou Konké, un homme expérimenté dans les financements des projets de développement et qui parle le même langage que lui. Prenons le rappel des principaux titres. Rentrée judiciaire du Conseil d'État réunie ce jeudi au Palais du Peuple devant le chef de l'État. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Nsesele, a appelé les avocats à la maîtrise de la procédure administrative congolaise qui se veut plus humaine, plus accessible et plus efficace. Et juste après la rentrée judiciaire du Conseil d'État, les élus nationaux élisent le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Sans surprise, les deux candidats au poste de président et rapporteur adjoint sont partis pour être élus. Aimé Boji pour le compte de l'Union sacrée, Clotilde Moutita pour l'opposition. À Kinshasa, la diplomatie congolaise semble adopter un positionnement à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Lundi, Tel Aviv à Kinshasa. Mercredi, Kinshasa au bras de Moscou. Deux signaux forts qui traduisent une stratégie d'équilibre dans un monde de plus en plus polarisé. Dossier que vous avez suivi dans ce journal. Ce journal, justement, est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.